On espère que vous allez bien en ces temps un peu compliqués. On est heureux de vous retrouver. Malgré la difficulté à la mission, on essaye de garder le cap et de vous proposer des activités. Et ce soir, on est heureux de vous proposer des contes euh, qui vont vous être proposés par l'atelier de la mission qui est animé tous les mercredis soirs par Alain Bénédictus, qui va prendre la parole et vous présenter la soirée. Voilà, on vous la souhaite excellente. Merci Claude, et puis merci à la mission de nous permettre encore une fois de vous faire partager le merveilleux répertoire breton. Alors cette fois-ci, nous allons quand même vous raconter des histoires un petit peu plus légères. On va vraiment plonger en fait dans le merveilleux et puis dans les contes, dans les contes traditionnels bretons. Et puis nous allons quand même commencer par Michel. Et vous allez voir que quelquefois, il vaut mieux croire que d'aller voir. Michel. C'est le soir de Noël. Il fait très très froid dehors. Les vagues sont déchaînées dans la mer. Pour vous dire qu'il fait froid, c'est que l'eau de l'abreuvoir des animaux a gelé. Effectivement, avec Paul, mon mari, nous sommes dans une ferme qui donne sur la plage de l'Osmar. Vous savez, c'est à côté de la presqu'île de Crozon. Une grande bâtisse en granit. On y arrive par un petit chemin et juste en arrivant, un menhir qui a au moins 6000 ans qui nous attend à la porte de chez nous. On rentre et quelle vue! Une vue magnifique. Tout en bleu, on voit la mer de très très loin. Et quand il ne fait pas très chaud, alors on est au coin du feu et on entend le flux et le reflux de la mer. Et c'est le soir de Noël aujourd'hui. On a invité donc plein d'amis. On est 10 convives à table. Oh, c'est la fête, hein. Un bon repas, des bonnes bouteilles. Enfin, au nombre de bouteilles sur la table, on voit que bon, c'est vraiment la grande fête. Alors, on est en fin de soirée. Les garçons ont commencé à prendre un cigare. Et puis, la fumée, elle nous fait une sorte de ciel un peu dans un brouillard. On a éteint toutes les lumières. Il y a des bougies. Et Morgane, notre amie là, qui vient de Brest, juste à côté, elle lève le doigt et dit « Oh, regardez, le reflet de la lumière. C'est une fée. » Alors, bien sûr, ce n'était pas une fée, c'était tout simplement le reflet de la bougie à travers la bouteille. Alors, ça n'a pas manqué. Pierre, qui est notre voisin, il a horreur de nos légendes et nos aventures arthuriennes, nous Bretons. Il ne supporte pas qu'on parle de fées. Alors, Pierre, c'est notre voisin qui habite juste dans la maison d'en face, la même bâtisse que nous, en granit. Et quand on est au large de la plage, on voit deux grandes bâtisses en granit qui se font front. Alors, c'est comme un miroir. Alors, Pierre, on l'aime bien. Il est arrivé il y a peu de temps. Ce n'est pas un Breton, lui. Il a fait carrière, je crois, dans les mines d'uranium en Afrique, je crois. Et puis, il est arrivé pour se reposer en Bretagne. Mais bon, effectivement, les contes et légendes, il n'y comprend rien. Alors, ce soir-là, on avait plutôt l'humeur. On était taquins ce soir-là. Et comme Pierre n'arrêtait pas de rouspéter, c'est Morgane qui a commencé, disant « Mais vous ne vous rappelez pas l'année dernière à Noël ?» Enfin, moi, je l'ai lu dans le Télégramme. Hein. C'était un bateau qui avait, au large de Ouessant, là-bas, tous ces instruments de navigation
sont tombés en panne en même temps. Vous vous rendez compte? Bon, c'était le naufrage, c'était évident, hein. Mais quand il est arrivé à Brest, là, au bar juste à côté, enfin c'est le télégramme qui le dit, hein, ben, il a dit que ben, il était rentré sans problème au port. C'était comme si des petites lumières l'avaient guidé jusqu'au port sans encombre. Oh, Pierre dit non, mais c'est pas possible. L'influence du climat breton sur votre psychisme, eh ben, dis donc, vous les Bretons, c'est incroyable, hein. Alors, c'était sans compter aussi l'humeur taquin de Rose. Rose, c'est donc la copine de Jean et qui commence une drôle d'histoire, hein. C'est à Ploirnel. Je sais pas, vous connaissez Ploirnel? Ploirnel, pas Ploirmel. Ploirnel. C'est sur la côte, dans le sud de la Bretagne. C'est dans le Morbihan. Et donc, ce qu'elle nous dit, c'est que cette histoire lui vient de sa grand-mère, ou plus exactement même de son arrière-grand-mère. Alors, dans le village de Ploirnel, souvent, dans les villages bretons, il y avait toujours quelqu'un, on parlait de l'innocent. Enfin, là, ce n'était pas un innocent, c'était un joueur de violon. Et le joueur de violon, ben, il avait une habitude, c'est que à chaque Noël, il partait avec son violon dans les Landes, et ce qu'il nous disait, enfin, ce qu'il disait à ma grand-mère, enfin, c'est qu'il jouait du violon pour les fées toute la nuit. Oh, avec la fête de Noël qui n'est vraiment plus une vraie fête de Noël, bah, pour lui, c'était tenir compagnie aux fées. Donc, il jouait, il dansait, et le lendemain matin, il arrivait, mais épuisé, mais tellement heureux. Il racontait ça aux gens du village. Et vous me croirez ou non, mais juste après sa mort, et à chaque Noël, sur sa tombe, ben, on voyait de toutes petites fées qui dansaient, qui chantaient, donc le soir de Noël sur sa tombe. Pierre, de plus en plus furieux, nous disait, mais mon Dieu, mais trop d'humidité vont vraiment donc complètement dérégler votre sensibilité, vous Bretons. Moi, je crois que je vais m'en aller de cette soirée parce que c'est plus possible. Et c'est alors que Paul donc se rappelle d'une histoire. Alors là, c'est encore complètement différent. C'est à l'abbaye de Landévennec. Alors, vous savez, l'abbaye de Landévennec, pas la nouvelle abbaye qu'on connaît tous, mais la vieille abbaye. Alors, on a des ruines aujourd'hui de cette abbaye. Et dans cette abbaye, il y avait un immense cadre, au moins 2 mètres sur 3. Alors, vous imaginez un très, très grand cadre. Alors, on n'y voyait plus grand-chose. Je pense qu'il était très, très vieux et la fumée des bougies l'avait rendu absolument tout noir. Mais quand même, c'était une scène un peu étrange, qui faisait un peu peur. C'était donc la nef de cette abbaye, mais totalement vide. Donc, il y avait les sièges du premier rang, le chœur et une abbaye vide. Mais bon, ce cadre, tout le monde l'avait vu depuis peut-être des siècles, hein. Il était là, accroché au mur, et plus personne ne s'en rendait compte, trop compte. Et par contre, dans le petit bar juste à côté, alors il y avait un autre cadre, celui-là. Alors là, complètement différent. C'était des fées qui jouaient entre elles au bord d'un ruisseau, tout éclairé, qui faisaient un peu les folles. Vous savez, les tableaux comme on en voit un peu donc, dans les musées anglais, là. Oh, des tableaux du 19e siècle.
Et c'est le soir de Noël, comme ce soir. Le père Cadic, accueille ses paroissiens pour la naissance de Jésus. Donc, tout le monde est joyeux. Donc, la messe commence et arrive le temps du sermon. Il monte dans la chaire et commence donc il commence à prêcher. Voilà, 5 minutes, les paroissiens écoutent avec beaucoup d'attention parce que le père Cadic a toujours des sermons qui sont toujours très, très intéressants. Et tout à coup, les paroissiens voient le père Cadic devenir tout pâle. Il s'accroche au bord de la chaire, on a l'impression qu'il va s'évanouir. Et il montre du doigt le tableau. Les paroissiens tournent le regard et voient dans le tableau, vous savez le tableau où les sièges étaient vides, et bien dans ce tableau, les fées de l'autre tableau du bar étaient venus se recueillir sur les sièges avant donc de cette abbaye. Elles avaient l'air tellement concentrées, tellement pieuses, que les paroissiens n'en revenaient pas. Ils sont restés observer ces fées, toutes recroquevillées, leurs ailes pliées, en grande prière. Mais une fois qu'ils se sont rendus compte de ce qui s'était réellement passé, alors là, je peux vous dire, c'est la panique à bord. Tous les paroissiens sont partis en courant, en hurlant de l'abbaye. Et je peux vous dire que pendant quelques heures, ça a fait vraiment la tournée du village. On a parlé, on a vraiment débattu de ce qu'on devait faire de ces tableaux. Puis en fin de compte, ces 2 tableaux ont été détruits. Alors, Pierre, qui n'en pouvait plus, se dit, mais vraiment, vous, Bretons, vous croyez à ce genre de choses? Ces fées qui se transportent comme ça d'un tableau à l'autre? Franchement, j'en ai trop entendu ce soir, je m'en vais. Alors nous qui restions un petit peu c'est vrai qu'on l'avait un petit peu embêté, on savait qu'il était susceptible, mais quand même, on était un peu gênés. Mais Pierre est parti. Bon, la soirée s'est terminée gentiment, on a continué à boire des coups et tout le monde ensuite est rentré à la maison. Le matin, le 25 au matin, le téléphone sonne de bonne heure. Enfin, on était déjà debout, nous, pour les bêtes. Mais c'est Pierre. Hein. Pierre avec une voix différente de d'habitude. Il nous demande de venir. Comme sa voix était quand même très étrange, donc on est parti très très vite. Alors on n'a pas été par la plage, on a même pris la voiture pour arriver le plus rapidement possible, alors que la maison, elle était en face. Quand on est arrivé, Pierre nous a dit tout doucement, je suis vraiment désolée pour hier soir. Il a pris son manteau qui était accroché donc au porte-manteau et il nous a dit, venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors, il faisait toujours aussi froid et le vent nous glaçait. Donc, il essayait de nous raconter quelque chose, mais on descendait vers la plage et on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait nous dire. Et il s'est arrêté à un endroit et il nous a montré, il nous a dit, regardez, hier soir, quand je vous ai quittés, alors je ne sais pas, c'est le froid, l'alcool. En tout cas, je me suis évanouie là.
Et effectivement, on voyait la trace de son corps qui était tombé dans le sable. Mais du corps de Pierre partaient 2 traces parallèles, rectilignes, qui filaient vers la maison de Pierre. C'étaient les pieds de Pierre qui étaient traînés dans le sable et qui constituaient 2 sortes de grandes griffes qui étaient dans le sable. Mais les personnes qui certainement le soutenaient, mais nulle empreinte à côté de ces 2 traces. Merci Michel. Alors, comme je vous le disais, mieux vaut croire que d'aller voir. Mais si vous croyez aux faits, si vous y croyez profondément, peut-être qu'un jour, en vous promenant sur la plage de Michel, peut-être qu'un jour vous les verrez. Vous savez, dans les contes merveilleux, il se passe des choses tout à fait extraordinaires. Des choses qui sont à la fois différentes et qui sont en même temps normales. On peut y voir des châteaux qui volent. On peut y voir des rois divers et variés. Et ça, c'est ce qu'Henri va vous raconter. C'était il y a bien longtemps. Il y avait une cabane sur une plage déserte qui abritait un vieux pêcheur. Ce vieux pêcheur avait un fils qui était un fort bel homme et il avait 3 filles qui étaient très jolies et avenantes. Ce pêcheur devait nourrir sa famille et il partait à la pêche tous les jours. Il ramenait des brassées de poissons et les vendait sur les marchés de la région. Mais un jour, ce vieux pêcheur est venu à mourir et c'est son fils, Loïc, qui a pris le relais pour nourrir le foyer, c'est les 3 sœurs. Un jour, 3 hommes de belle taille et très bien habillés sont venus à la cabane de Loïc. Et Loïc les a tout de suite identifiés comme étant des seigneurs de haut rang car ils avaient bonne mine et ils étaient très bien vêtus. Ils ont demandé à Loïc la permission de se reposer car ils étaient fatigués, ils venaient de loin et Loïc leur a bien volontiers accordé. À l'intérieur de la cabane, ils ont vu les sœurs de Loïc et ils en devinrent tout de suite amoureux, à tel point qu'il décidait de les épouser. Le mariage eut lieu quelques jours plus tard et chacun des seigneurs repartit avec son épouse. Il y avait là le roi des poissons, le roi des oiseaux, le roi des rats et des souris. Et chaque seigneur a fait cadeau à Loïc, l'un d'une bourse pleine d'écus d'or, le deuxième roi a également fait un cadeau semblable, une bourse pleine d'écus d'or, mais le troisième, le roi des rats et des souris, a fait un cadeau étrange. Il s'agissait d'une vieille tabatière et Loïc était même fâché en la voyant car il se demandait si son beau-frère ne se moquait pas de lui. Les 3 seigneurs sont repartis et quelque temps plus tard, Loïc et ses sœurs parties s'ennuyaient. Il décidait, étant pourvu de fortes sommes d'argent, d'aller vivre à Paris. Il se retrouva à Paris, acheta une maison et mena la belle vie dans la capitale.
Mais bientôt, son argent ne tarda pas à venir à la fin. Il fut mis à la porte de sa maison, n'ayant plus d'argent, et ses amis et relations se détournaient de lui. Alors, il a décidé de partir, de rentrer dans son village, là où l'attendait toujours sa cabane et la barque avec laquelle il allait pêcher. Il arrive au village, il voit que sa barque est malheureusement emportée par le Mistral, le vent du nord. Il ne reste plus sur le sable à côté de sa cabane qu'une vieille ancre et des cordages rongés par l'humidité. Déçu, il entre dans sa cabane, qui a souffert également du Mistral, et il voit un ciré. Il ouvre les poches de son ciré et il voit la tabatière qu'il avait laissée tomber, la dédaignant comme étant un cadeau de peu de valeur. Il ouvre sa tabatière, espérant y trouver quelques pincées de tabac, et la tabatière se met à parler. Il lui demande, « Maître, qu'il y a-t-il pour votre service ?» Loïc, le pêcheur, est stupéfait. Il lui répond, « Eh bien, je veux que cette table se couvre d'une nappe blanche de plats et d'assiettes couverts de mets, de pain, de viande et de toutes sortes de plats raffinés. » Aussitôt dit, aussitôt fait, la table se couvre d'une nappe blanche et des mets et des plats les plus recherchés, ainsi qu'une bouteille de vin, un flacon d'eau de vie et une tasse de café. Loïc, très heureux, se mit à manger et une fois rassasié, il ouvre de nouveau sa tabatière qui lui demande, « Maître, qu'il y a-t-il pour votre service ? Je veux que tu m'amènes dans le château, dans la chambre de la fille du roi. » Et aussitôt, Loïc se sent soulevé par un vent surnaturel. Il se retrouve aussitôt dans la chambre de la princesse, allongé à son côté dans un grand lit à baldaquin dont les teintures sont couvertes de motifs d'étoiles, de soleil et de navires, des très jolis motifs. Il regarde la princesse et il la trouve vraiment très jolie et il se garde bien de parler ou de remuer de peur de l'effrayer, de lui faire de la peine. Et au petit matin, la tabatière le ramène dans sa cabane. Pendant 3 jours, la situation reste la même. Loïc dîne le soir grâce à sa tabatière qui le ramène tous les soirs auprès de la princesse. Et il en devient de plus en plus amoureux car c'était une très jolie fille. Et quelques jours plus tard, le roi fait une proclamation par ses héros, par les 4 coins de son royaume. Il annonce que celui qui pourra amener suffisamment de sacs de grains dans la cour de son château, car la famine menace le peuple, celui-là sera l'époux de sa fille. Et aussitôt, des chariots, des charrettes pleins de sacs de blé, de grains de toutes sortes viennent vers le château. Et Loïc qui voit là l'occasion de se marier avec la fille du roi. Il ouvre sa tabatière. « Maître, qu'il y a-t-il pour votre service ? Eh bien, je veux que tu amènes dans la cour du château du roi au plus de chariots et de charrettes couverts de sacs de grains que n'en ont amené tous les gens du royaume. » Et aussitôt, les routes se couvrent de chariots, de charrettes, menés par des conducteurs particulièrement rapides et adroits, et les sacs de grains s'amoncellent dans la cour du château. Le roi est très heureux, il voit que Loïc a amené plus de grains qu'à lui tout seul que tous les autres, et il lui donne sa fille en mariage. Le mariage a lieu quelques jours plus tard, et la princesse en est fort heureuse car il était, Loïc, un très bel homme. Loïc ouvre une nouvelle fois sa tabatière et il demande à sa tabatière un château. Un château
qui sera suspendu au ciel par 4 chaînes en or. Et le château apparaît resplendissant au-dessus du château du roi. Le lendemain matin, le roi s'éveille. Il est stupéfait de voir ce château suspendu aux cieux par 4 chaînes en or. Il lui demande « Mais comment as-tu pu faire ce château ?» Ce sont mes ouvriers qui, la nuit dernière, l'ont construit et l'ont suspendu. Et il visite les coursives, toutes les pièces du château avec son beau-père, qui l'emmène ensuite à la chasse. Ils partent donc, mais pendant la partie de chasse, un ancien soupirant et conduit de la princesse vient visiter le château et voit la tabatière qui est posée près de la cheminée. Il s'étonne de cette présence incongrue dans cet endroit. Il ouvre la tabatière qui lui demande « Maître, qu'y a-t-il pour votre service ?» « Eh bien, je veux que tu amènes ce château dans une région déserte, à 450 lieues d'ici, où personne ne me connaît, ni moi, ni les gens du château et de la région, pour que j'y mène une vie nouvelle. » Aussitôt, le château prend son envol. Il est au-dessus des nuages. Il survole les forêts et les lacs et les océans et les villages, les champs. Et il atterrit dans la région déserte, comme le prince l'avait demandé. Entre-temps, le roi revient avec son gendre. Il est furieux de voir la disparition du château et de sa fille, bien entendu, et il demande à son gendre « Mais si tu ne ramènes pas ma fille, alors je te ferai écarteler. » Loïc est effrayé et en même temps désolé, car il ne sait pas ce qui s'est passé. Il va voir son premier beau-frère, le roi des poissons, et il lui conte son aventure. Il lui demande « As-tu entendu parler d'un château suspendu par 4 chaînes en or ?» Et le roi des poissons lui répond « Non, mais je vais demander à mon peuple. » Aussitôt, le roi des poissons plonge et il réunit son peuple. Il y a là les baleines et les marsouins et les dauphins et les poissons volants jusqu'aux puces de mer. Il lui pose à son peuple la question et tous répondent qu'ils n'ont même jamais entendu parler qu'un tel château ait pu exister. Mais arrive un marsouin qui a vécu une vie aventureuse. Il lui pose la question de savoir s'il a vu un château suspendu par 4 chaînes en or. Et le marsouin répond « Non, je n'ai pas vu un tel château, mais j'ai rencontré quelqu'un du royaume des oiseaux qui a vu ce château. » Et il repart voir son beau-frère. Et Loïc donc repart voir son deuxième beau-frère, le roi des oiseaux. Chez le roi des oiseaux arrive l'aigle. Et le roi des oiseaux lui demande s'il a vu le château suspendu par 4 chaînes en or. Et l'aigle répond « Oui, je l'ai vu et je sais qu'un mariage va y avoir lieu. Peux-tu y amener cet homme ?» L'aigle répond « Oui, je peux l'amener à condition de manger à satiété car le voyage est long. » Aussitôt, on amène à l'aigle des viandes en suffisance. Pour qu'il puisse faire le voyage, il emporte Loïc sur son dos et il se dirige vers le château. Mais l'aigle se fatigue, il laisse Loïc sur un rocher et lui dit qu'il doit aller jusqu'au château suspendu pour refaire des forces et donc manger de la viande. Loïc est resté seul sur le rocher, mais l'eau commence à monter. Il sait que la marée monte et ne va pas tarder à submerger le rocher. Il grimpe sur la partie la plus haute et il ne tarde pas à avoir de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, jusqu'aux épaules. Il a de l'eau jusqu'au menton quand l'aigle revient enfin et l'emmène sur son dos jusqu'au château. Il est très heureux de revoir sa femme, qui se réjouit de revoir son mari car elle a été séparée de lui contre son gré. Et elle lui dit « Le seigneur du lieu a la tabatière, elle ne s'en sépare jamais. Pour reprendre la tabatière, il faudrait que tu ailles voir ton troisième beau-frère
le roi des souris et des rats, et que tu lui ramènes des gens de son peuple pour qu'ils puissent mettre la queue dans la bouche du prince pour que, commençant à s'étouffer, il puisse se lever sur son séant. Tu pourras alors récupérer la tabatière qui est sous son oreiller. L'aigle repart et ramène du royaume des rats et des souris une petite souris et un rat. La petite souris met sa queue pendant le sommeil du prince le soir venu, mais le nouveau roi du château mord à la queue de la souris, surpris, qui est cuite et qui s'enfuit. Éloï comprend alors que c'est un animal plus gros qu'il lui faut et il appelle le rat qui met sa queue dans la bouche du prince. Le prince, qui commence à étouffer, manque de respirer, se lève brutalement de son séant et alors Loïc peut récupérer la tabatière sous l'oreiller. Il disparaît dans une coursive. Il ouvre la tabatière et demande, la tabatière lui demandant « Maître, qu'y a-t-il pour votre service ?» « Eh bien, je veux que tu ramènes ce château là où il était, en face du château de mon beau-père, et que tu ramènes ma femme, la princesse, avec moi. » Aussitôt, le château s'envole. Il survole et les océans, et les mers, et les forêts, les prairies et les champs. Il atterrit devant le château du roi, le beau-père de Loïc. À ce moment, le beau-père de Loïc se frotte les yeux car il s'éveille. Il est stupéfait de voir ce qu'il voit pourtant de ses yeux. Le château se pose en face de son château et Loïc et sa fille descendent les escaliers et vont retrouver le roi qui les accueille à bras ouverts. Il lui explique alors toute l'aventure et le roi furieux fait alors exécuter, écarteler le prince félon et le nouveau prince Loïc vécut heureux avec la princesse, mais il ne se sépara plus jamais de sa tabatière. Voilà. Merci Henri. Alors, comme vous pouvez le voir, et comme dit un proverbe africain, comme vous avez pu l'entendre, lorsqu'on te fait un cadeau, accepte-le, car bien souvent, tu n'en connais pas la valeur. Quand on te fait un cadeau, s'il ne te plaît pas, accepte-le, car tu ne sais pas ce que la même personne t'offrira la prochaine fois. Et bien maintenant, nous allons écouter une merveilleuse histoire. Vous avez pu constater que dans le conte d'Henri, les femmes sont très peu présentes. Et par contre, dans ce que va vous raconter Dominique, là, elles ont toute leur place. Dominique. Ce jour-là, à la Lilice, dans le Nord Finistère, la pluie venait de cesser. Et sur le banc, sous le pommier de cette grande ferme où travaillaient Warne et Bella, eh bien, Warne et Bella, ils étaient sur le banc. La pluie, ils n'ont même pas remarqué, tellement ils étaient plongés dans le regard de l'un et de l'autre. Ils étaient amoureux à pierre fendre, on pourrait dire. Ils se connaissaient depuis très longtemps. Leur mère était des cousines à la mode de Bretagne, mais malheureusement, eh bien, l'un comme l'autre était devenu orphelin. Quoi fallait-il de plus pour les rapprocher? Et alors, les projets allaient bon train. Et ce jour-là, la discussion est devenue beaucoup plus serrée. Tu comprends, Bella, le maître de la ferme veut nous marier, et moi j'aimerais bien me marier avec toi, qu'on puisse se le faire le plus vite possible, mais avec nos maigres moyens, ce n'est pas pensable. J'aimerais bien pouvoir m'acheter une vache et un pourceau. Ce n'est plus possible. Et depuis longtemps, Warne avait fait comprendre à Bella qu'il avait l'intention de partir un certain temps pour faire fortune et revenir tout fier à la ferme.
ben là, sentant que eh bien, Warne, rien ne pouvait l'empêcher, ne pouvait l'arrêter, elle a réfléchi. Elle a trouvé dans son grenier la clochette de Saint-Colédoc, le couteau de Saint-Corentin, et puis elle a trouvé aussi le bâton de Saint-Vouga. Tenait ça de je ne sais pas combien de générations. Alors elle a dit à Warne, eh bien, prends donc la clochette et le couteau. La clochette, c'est quand il t'arrivera, si t'arrive un danger, elle va me prévenir. Et le couteau, si jamais tu rencontres quelqu'un ou si tu es ensorcelé, tu vas lever le sort avec le couteau. Et puis le bâton de Saint-Vouga, bah, écoute, je vais le garder pour moi. Le bâton, il sert quand on veut se transporter rapidement d'un endroit vers un autre. Alors, Warne a pris les objets, il les a mis dans sa besace, il avait aussi pris à manger pour plusieurs jours, il avait pensé aussi à son attestation, et il est parti, il a pris les chemins vers le sud de la Bretagne. Et par monts et par vaux, il a traversé forêts, rivières, des champs, des belles... Il a dormi même à la Belle Étoile, évidemment. Il était heureux, respirait l'air pur. Et puis, tout d'un coup, il a découvert, après une longue marche, qu'il était quasiment arrivé à Pont-Aven. Il rêvait de Pont-Aven depuis je ne sais pas combien de temps. On lui avait raconté des tas de choses sur Pont-Aven, la pêche, les îles, les Glénans. Il en rêvait depuis toujours. Et arrivé à Pont-Aven, il était quand même un peu fatigué, il avait un peu faim, il est entré dans un café, il a commandé une bolée de cidre et puis quand même une galette, et puis il a vu qu'au bar, il y avait 2 marailleurs, la casquette bien en arrière qui était accoudée, et puis les marailleurs, ils parlaient doucement, c'est comme s'ils ne voulaient pas être entendus. Ouais, tu sais la gloire de l'île de Locq, là, tu sais. Mais c'est incroyable. Tu as vu le nombre de gens du Patelin et des alentours qui sont allés là-bas dans l'île de Locq pour soi-disant aller trouver ce trésor que détiendrait la gloire, mais aucun d'entre eux n'est revenu. Tu te rends compte? Alors Warne, qui était assis à sa table pas loin, prêtait de plus en plus l'oreille et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a retenu le message et puis très vite, il est allé vers le port. Il a demandé à un passeur de l'emmener vers l'île de Locq le plus rapidement possible. Le passeur a blêmi en entendant ça. Mais il s'est dit, bon, allez, ça vaut bien quelques sous. Pour quelques sous, on va quand même faire un petit effort. Ils sont arrivés sur le rivage au bout d'1 heure et demie, peut-être, de l'île de Locq. Il n'y a rien sur cette île, rien. Il y a juste une magnifique pelouse. Il y a parfois des jonquilles au printemps, comme en ce moment. Mais il n'y a pas un arbre, il n'y a que du caillou. Alors, une fois arrivé, Warne, il a voulu donner son petit pécule au passeur, mais le passeur, il a eu tellement peur qu'il est reparti dans l'autre sens. Il n'a même pas vu la couleur. Et alors, Loïc s'est avancé dans l'île et il a vu ce magnifique lac. C'est un petit lac aux eaux profondes, dont certains disent qu'elle communique avec la mer. Il est arrivé sur les rives du lac et là, la première barque qu'il a aperçue, hop, il est monté dessus. Sauf que la barque, tout d'un coup, elle s'est mise à partir. On voyait presque l'étrave se lever au-dessus des eaux, très, très vite. Alors, il a été surpris. Et tout à coup, il a vu que les bords de la barque commençaient à prendre une forme bizarre, comme si c'était une sorte de grand poisson ou de grand oiseau qui commençait à étendre, à étaler ses ailes. Il a vu le col d'un cygne se former devant lui. Il a à peine réalisé que tout à coup, la tête du cygne et le col du cygne se sont enfoncés dans les eaux. Et lui s'est retrouvé dans un monde assourdi. On n'entendait plus que des bloup, 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 bloup. Mais il était surpris parce qu'il n'avait pas de difficulté à respirer. Il aurait dû étouffer. Et alors, le cygne, doucement, l'a amené à l'entrée d'un magnifique palais au fond du lac. De grandes portes se sont ouvertes, des portes en or.
se sont ouvertes sur un magnifique couloir très large. Le sol était de nacre, les parois étaient de coquillages, de cristaux, de diamants. Jamais il n'avait vu chose pareille. Alors il s'est avancé prudemment, et puis tout d'un coup, il a vu dans une grande salle au fond, une salle luxueuse, il a vu sur un magnifique canapé de velours, il a vu une merveilleuse créature, une créature de rêve, cheveux noirs, qui flottait sur des épaules magnifiques. Les ondulations du corps lui rappelaient les dunes qu'il avait vues il y a longtemps, loin, en France. Une femme aussi magnifique, et qui tout d'un coup s'est levée, s'est dirigée vers lui avec une allure chaloupée. « Bonjour, mon brave, mais qu'est-ce qui t'amène chez moi? Je suis très heureux de faire ta connaissance. » Ah ben, c'est-à-dire que, voilà, j'ai entendu parler de vous et j'ai entendu dire que vous aviez un immense trésor, vous aviez des choses absolument extraordinaires. Ah, tu n'as pas fait fausse route, tu es sur le droit chemin. Mais je crois que ça vaut la peine que nous puissions nous entretenir davantage, parler un petit peu plus. Que dirais-tu d'un petit apéritif? Alors est allé chercher du vin, 8 sortes de vins différents, meilleurs les uns que les autres, qu'ils ont consommés dans 8 gobelets différents. Et plus la conversation allait, plus il goûtait à ce magnifique vin, plus il tombait amoureux. Et au bout de quelques minutes, la gloire lui a dit « Mais décidément, tu me plais. Si jamais l'idée te venait de vouloir te marier avec moi, écoute, je n'aurais vraiment rien contre. » Il a marmonné quelques mots et puis qui ne voulait pas dire non. Alors, puisque c'est ça, on peut peut-être célébrer notre union immédiatement. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Alors, ils sont passés dans ce qu'on pourrait appeler une magnifique salle à manger, mais dans un coin de cette salle à manger, alors où était dressée une magnifique table avec des couverts en argent, il a vu dans le coin, il a vu en fait un fourneau, et puis sur le fourneau, il y avait une magnifique poêle en doré. Et la gloire s'est approchée, a pris son filet d'acier qu'elle avait à sa taille pour puiser dans le vivier qui était à côté quelques poissons, menu fretin peut-être, qu'elle a mis dans la poêle. Et ensuite, elle a mis le feu, évidemment, dessous. Et puis, elle lui a dit, mais assieds-toi, je t'en prie, ne reste pas scotché ici, il n'y a rien à voir. Mais laisse-moi quand même le temps d'aller chercher quelques bons vins encore à la cave. Tu sais, ma cave, elle se remplit sans arrêt. Il y a tellement de naufrages en ce moment, et tu sais, il y a une espèce de courant qui aspire toutes les bouteilles de vin qui viennent de ces naufrages directement dans ma cave. Hein? Tu ne vas pas dire non. Alors, elle est allée dans la cave, elle est descendue. Lui, pendant ce temps-là, il a pris comme ça, machinalement, son couteau de Saint-Corentin, et puis il a vu cette petite friture-là qui commençait dans la poêle je sais pas, faire des petits bruits, ça jasait, ça susurrait, je ne sais pas quoi. Il entendait des petits bruits, et puis il avait l'impression que ces petits bruits… et alors, il a pointé son couteau sur une de ces petites formes, ces petites fritures, et puis d'un coup, échappe-toi de là, c'est dangereux, ne va pas rester là, tu vas terminer comme nous, comme la friture. Et plusieurs petites formes comme ça qui… Oh là! Et à ce moment-là, la gloire est arrivée de la cave avec ses bouteilles sous le bras. Elle a vu que Warne s'était rendu compte de certaines choses. Alors, elle s'est approchée de lui, elle a pris son filet d'acier de sa taille, elle a ouvert son vivier, elle a jeté son filet sur Warne, l'a mis dans le vivier, et Warne s'est transformé immédiatement en vilaine grenouille. À ce moment-là, il
il y a la clochette de Saint-Colédoc qui s'est mise à tinter, tinter, tinter discrètement, mais avec une force qui s'amplifiait avec la distance, qui fait qu'à l'Anélis, Bella, qui était en haut champ en train de s'occuper, tout d'un coup, elle a senti qu'il y avait une onde qui la traversait, et elle s'est dit, oh, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Vite, vite, il faut que je parte. Elle n'a même pas eu le temps de prévenir son patron. Elle est partie avec sa besace, mais surtout, elle a demandé à son bâton de Saint-Vouga, bâton, transporte-moi par la voie des airs, par la voie des terres, par la voie des mers s'il le faut, jusque là où il faudra, pour retrouver Warn. Alors, le bâton, qui n'avait pas le sens, il n'est pas rebelle, hein, tout de suite, il s'est transformé en magnifique petit cheval très athlétique, et Bella a enfourché le cheval, et puis ils sont partis au galop, 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 à galop, par les landes, par les forêts, par les rivières. Mais alors, à un moment donné, c'est peut-être du côté des Monts d'Arrée, quelque part par là, il y a un endroit très spécial qui s'appelle l'Arèze, c'est le saut du cerf. Il y a un grand rocher, pas facile à franchir, et le cheval, il a marqué le pas. Mais ils ont réussi quand même à monter au-dessus du rocher. Et alors, c'est bizarre parce que sur le rocher, il y avait un espèce d'être vraiment hideux, épouvantable, et qui avait les bajoux qui tombaient, les oreilles pointues, les yeux, je ne sais pas comment, qui étaient tout noirs, tout hirsutes, qui était en train de couver des œufs en pierre sur son nid. Oh, quand même. Alors Bella lui a adressé la parole. Bonjour, mais qui êtes-vous? Bah, je suis un ancien mari de la Groire, en fait. Et puis elle m'a jeté un sort, et puis je suis en train de. Il faut que je me libère. Voilà. Il faut surtout se libérer de la Groire, et comme ça, je serai libéré de mon sort aussi, et comme ça, mes œufs pourront éclore. Ah, bah ça alors? Ah, bah ça, j'ai jamais vu ça. Mais écoute, ma petite Bella, tu es fort jolie, mais tu sais, pour avoir des chances, si tu veux rejoindre ton cher et tendre et aller voir la Groire, il ne faut pas que tu te présentes comme ça. Il faut que je te taille un costume magnifique. Il faut que tu te transformes en magnifique jeune homme. Chose dite, chose faite. Elle se transforme en magnifique jeune homme avec un magnifique costume qui lui va à merveille. Elle reprend son cheval, mais pour aller encore plus vite, elle le transforme en oiseau. Peut-être un aigle, on ne sait pas trop, mais en tout cas un oiseau rapide. Et elle a pris la voie des airs. Elle a même survolé Pont-Aven. Elle ne s'est même pas arrêtée dans le café de Pont-Aven. Elle est allée directement sur l'île de Locq. Et arrivée sur l'île de Locq, elle est montée dans la barque qui s'est transformée rapidement en cygne magnifique, qui a plongé tout de suite dans l'eau, qui est entrée dans l'eau profonde du lac et qui est arrivée devant la porte du palais. Elle est entrée ensuite dans ce magnifique couloir. La Groire, qui était à nouveau allongée sur son canapé d'une façon lascive, voit ce jeune homme qui arrive, qui ne lui déplaît pas. Oh, bonjour, bonjour, cher ami. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai tellement entendu parler de vous, dit rendez-vous que franchement, j'ai qu'une envie, c'est de faire votre connaissance. Eh bien, entre donc. Et voir le charme de ce jeune homme magnifique. Ils Alors, Dominique a un petit problème de réseau, ce qui fait qu'il a été d'abord figé voilà, et ensuite ça y est, c'est repris. complètement interrompu. Voilà, tu reprends, vas-y.
Alors, il y a une coupure, si vous voulez, mais si vous saviez ce que la gloire et Bella ont fait pendant ce temps-là, je n'ose même pas vous le dire. Mais enfin, ils ont fait ample connaissance. Et ils ont quand même descendu 8 gobelets de 8 vins différents. Et ils ont passé du bon temps, je peux vous le dire. Voilà. Et alors, à ce moment-là, la gloire a proposé tout de suite un nouveau mariage. Un nouveau mariage, c'est extraordinaire. Alors, j'irai bien chercher encore du bon vin à la cave. Pendant ce temps-là, Bella, déguisée en jeune homme, trouve le couteau de Saint-Corentin sur la table. Elle s'en empare, elle se dirige vers la poêle d'or où commençait à « Oh non, c'est pas possible, reste pas là, c'est pas possible, etc. » Et là, c'était le boulanger, l'avocat, le monotaire du coin, le plombier qui se manifestait dans la poêle. Oh, c'est dit, ça, c'est effectivement un mauvais signe. Mais très vite, elle a repris sa place à la table avant que la gloire ne remonte la cave. Donc la gloire ne l'a pas vue près de la poêle. Et au moment où ils se sont dit qu'ils s'aimaient et qu'ils aimeraient projette le filet d'acier sur la gloire et la transforme en vilain crapaud et la met dans le vivier. Et à ce moment-là, elle prend le couteau de Saint-Corentin, elle touche tous ces petits poissons qui se promenaient dans la friture, qui se transforment, comme on disait, c'est le boulanger, le notaire, tous ces gens-là qui étaient venus voir la gloire, qui avaient complètement disparu, reprennent vie. Mais tout d'un coup, son attention était attirée par une grenouille verte qui était dans le vivier. Et elle a senti quelque chose dans ses tripes. Alors, elle a pris le couteau de Saint-Corentin, elle a touché la grenouille, et pof, c'est Warren qui est réapparu. Ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Ils se sont embrassés tendrement. Et à ce moment-là, ça a été la fête. À ce moment-là, c'était une longue procession. Tous ces hommes qui pouvaient rentrer chez eux dans leur famille, qui depuis des années étaient enfermés dans la grotte. Et c'est alors que Warren et Bella, eh bien, se sont poches de tous ces trésors qu'il y avait dans ce magnifique palais de la gloire. Ils sont rentrés à l'Anilis, tous ensemble. Ça a pris quelques jours et ils sont arrivés à l'Anilis heureux d'avoir connu la prospérité, heureux de s'être retrouvés enfin. Et c'est un magnifique mariage qui a forgé leur union. Et franchement, s'ils ne vivent pas encore aujourd'hui, s'ils ne sont pas morts, eh bien, Merci Dominique, on a eu vraiment quelques soucis concernant la diffusion de ton histoire. Ça a été coupé. ouais, c'est la connexion. Ouais. Voilà. Bien, maintenant, je vous propose
d'écouter une autre histoire de mariage, mais cette fois-ci une histoire de mariage avec une histoire, non pas de mariage, mais une histoire avec un personnage, avec une légende particulière qu'on retrouve régulièrement dans les contes bretons. Une légende où il est question de dragon. C'est Régis qui va vous en parler. Ma grand-mère habitait La Roche-Maurice. La Roche-Maurice, c'était un petit village du pays Léonard, situé à 4 km de Landerneau, longé par les Lornes, la rivière qui va se jeter dans la rade de Brest, au niveau du Moulin Blanc, et dominé par les ruines du château de Roquemorvan. Pendant tous les étés, j'étais en vacances à La Roche-Maurice. Et tous les dimanches soirs, c'était la tradition, il y avait une veillée. Et cette veillée, on la faisait devant telle ou telle ferme, dans un chemin creux, assis sur les talus, et il y avait des piècettes, des histoires, il y avait des chants, parfois un peu de musique. En tout cas, à aucune de ces soirées, aucune de ces veillées, je n'ai échappé à l'histoire que je vais essayer de vous raconter. Les anciens, il y avait toujours un ancien pour nous la raconter. Néventaire et Derrien étaient deux chevaliers jeunes, forts, vigoureux, qui faisaient route de Landivisiau à Landerneau avant d'aller retourner vers le nord pour trouver leur bateau qui était à la mare. Ils s'étaient arrêtés à Pont-Christ, dans un petit coin de campagne, au bord de d'Ourdoune, la rivière, ce qui veut dire eau profonde en breton, et ils s'étaient arrêtés à l'auberge de Pont-Christ, tout près de cette charmante petite église nichée auprès de la rivière. Dans l'auberge, ils avaient fait un bon banquet. Ils avaient mangé une petite farce avec beaucoup de légumes, du lard, et chacun d'eux avait bu un pot de cidre. Ils étaient donc contents, heureux, et ils chevauchaient doucement sur leur route. Ils continuaient à longer d'Ourdoune et arrivaient bientôt en vue de la Roche-Maurice et surtout du château de Roquemorvan. Ils plaisantaient, ils n'allaient pas bien vite, il faisait beau, ils profitaient de la campagne. Et en arrivant au château, stupeur, ils ont vu en haut du château, entre deux tours, le maître des lieux. Ils l'ont reconnu à sa stature, et le seigneur Elorme, qui enjambait les remparts et se jetait dans le vide. Il est tombé sur les rochers, a roulé jusqu'à la rivière. Les deux chevaliers n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont lancé leurs chevaux à bride abattue et sont arrivés au bord de l'eau. Ils l'ont vu. Le Seigneur était dans l'eau, groggy, en train de se noyer. Ils ont réussi à l'attraper, à le sortir de l'eau, et se sont aperçus qu'en fin de compte, bien sûr, il avait des grosses égratignures, il était blessé de toutes parts, mais il n'avait pas de fracture trop importante et il pouvait le transporter. Alors ils l'ont monté sur leur cheval et ils sont remontés au château de Roquemorvan. Au château de Roquemorvan, ils sont rentrés dans la cour et il n'y avait personne. Personne pour les accueillir. Pas le moindre signe de vie. Alors, ils ont pris Elorme et sont partis dans le donjon à la recherche de sa chambre. Ils ont erré un tout petit peu dans ces grands murs, au milieu de ces grands couloirs, avec des murs de pierre bien humides, qui sentaient l'eau, ça suintait.
Et ils ont fini par trouver une chambre, une belle chambre, par contre. Elle était en parfait état, tout était beau, propre, rangé. Ils ont pu coucher Elorn, l'ont débarrassé de tout un tas de vêtements qui le gênaient, et sont partis dans le château à la recherche de toiles, de tissus, d'eau, peut-être de nourriture. Alors, ils ont eu tôt fait de sentir les bonnes odeurs qui provenaient probablement de la cuisine. Ils sentaient du lard rôti, des volailles. Alors, ils se sont rapprochés en respirant et en tentant de savoir d'où ça venait, et ils ont fini par arriver dans la cuisine, dans une grande cuisine avec une cheminée. Ah, ça sentait bon. La soupe était chaude, et il y avait dans cette cuisine une femme et un enfant. Elle les a regardés, elle leur a dit, mais chevalier, que faites-vous? Vous êtes dans la demeure d'Elorn, le seigneur. Et les deux chevaliers, Névinter et Derrien, se sont présentés. Ils ont expliqué ce qui était arrivé. Alors, tous ensemble, elle leur a trouvé des linges propres, elle leur a donné de l'eau chaude pour nettoyer le blessé, et pendant qu'ils retournaient vers Elorn et essayaient de soigner ses blessures, elle lui a préparé un bon plat, de façon à ce qu'il mange un peu et qu'il récupère. Au bout d'une journée où il était sous constante surveillance, Elorn a enfin pu parler. Névinter et Derrien l'ont interpellé. Mais que vous est-il arrivé? Pourquoi ce saut par-dessus les remparts? Elorn leur a répondu tout de suite. Vous savez, chevalier, il y a dans le Léon un dragon. Il sème la terreur chez tous les seigneurs du Léon. À chaque fois qu'il sort de son antre et qu'il a faim, il avale animaux, brebis, enfants parfois, hommes, femmes. Il détruit les cultures et les maisons. Rien ne l'arrête. À tel point que notre roi a décidé que chaque semaine, nous allions tirer au sort un seigneur qui devrait fournir une personne de son entourage à manger au dragon. J'ai eu si peu de chance qu'il ne me reste plus personne autour de moi. Il ne reste que mon épouse et mon fils Riek, mais je ne pouvais pas les donner au dragon. Et donc, je préférais en finir, sauter par-dessus le rempart et me suicider. Névinter et Derrien étaient impressionnés. Ils écoutaient, alors ils ont proposé un marché à Elorn. Nous vous proposons d'aller combattre le dragon, mais pour vous en débarrasser, il faut vous convertir et il faut que vous construisiez une église à côté du château. Elorn était prêt à tout et il leur donna immédiatement son accord. Alors, les deux chevaliers l'ont quitté et lui ont promis de le débarrasser du dragon. Ils sont partis du château et ils ont suivi la route que leur indiquait l'ensemble des gens qu'ils croisaient. Tout le monde connaissait le gîte
du dragon. Et un certain nombre de gens croisés les ont suivis à distance, mais pour être sûr qu'ils y aillent et qu'ils ne se trompent pas. Alors Névinter et Dérien sont arrivés en vue du gîte de ce dragon, d'une caverne au proche de l'Élorn, dans un énorme rocher, dans une colline. Les gens qui assistaient sont restés bien à distance. Ils s'étaient cachés à la lisière des bois, ils s'étaient cachés dans des haies, mais suffisamment loin pour ne rien risquer. Névinter et Dérien sont descendus de cheval, ont pris leur épée, se sont approchés de la grotte et ont commandé au dragon de sortir. Alors, un vacarme épouvantable a commencé. On ne voyait encore rien, mais les chevaux de Dérien et Névinter sont partis au grand galop dans la campagne. Tous les assistants étaient terrés dans les bois ou les haies à proximité. Il ne restait plus que Dérien et Névinter, et ils ont vu le dragon sortir de la caverne. Il était énorme. Il mesurait une dizaine de mètres de long et avait la taille de 5 ou 6 chevaux allongés les uns derrière les autres. Il avait une tête énorme, rouge, ressemblant à celle d'un coq, mais dont la mâchoire était capable de broyer un enfant ou une brebis. Ses naseaux lançaient des jets de fumée et ses yeux envoyaient des éclairs capables de tuer un animal. Quand il était sorti, des écailles grosses comme les 2 mains et qu'il avait sur tout le corps, rouges sur la tête et d'un vert jaune sur le corps, se redressaient. Elles étaient coupantes comme des lames de rasoir. Devant ce spectacle, Névinter et Dérien ont pris leur courage à 2 mains. Ils ont sorti leurs épées et se sont approchés du dragon. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Les écailles du dragon se sont repliées. Les éclairs ne sont plus sortis de ses yeux, plus de vapeur de ses naseaux, et il a baissé la tête. Dérien et Névinter lui ont passé un licol. Et ce licol, ils l'ont confié à Riek, le petit garçon de 2 ans, qui les avait rejoints, voyant que tout se passait bien. Et Riek, de ses 2 ans, a tiré le dragon. Il l'a amené jusqu'à son père, Élorn. Et il lui a montré qu'on allait se débarrasser de cette bête abominable qui en tout cas était matée. Et ils ont fait le tour de tous les seigneurs du Léon. Et enfin, ils sont allés voir le roi. Le roi leur a proposé de s'en débarrasser. Alors, Névinter, Dérien et Riek ont emmené le dragon. Ils sont allés jusqu'à Landerneau. Et à Landerneau, ils sont passés sur le pont de pierre habité. Un pont qui normalement grouillait de gens, avec les échoppes, avec ceux qui habitaient là, mais aussi les auberges. Le passage du dragon faisait un bruit terrible sur les pierres et tout le pont tremblait. Les gens étaient camouflés derrière les fenêtres et personne n'osait bouger. Et puis ils ont pris le chemin de la mer vers le nord.
tranquillement. Et quand ils sont arrivés vers le nord, que des Névintaires et des Riens ont retrouvé leur bateau qui était à la mare, eh bien, au bord de la plage, ils ont commandé au dragon de rentrer dans l'eau et de disparaître. Et le dragon s'est laissé faire. Il est rentré dans l'eau, il a disparu dans les flots avec un grand bouillonnement et on n'en a plus jamais entendu parler. Aussi, si vous passez dans le pays Léonard, cet été, dans le Finistère Nord, peut-être que vous pourrez revoir cet endroit, Poulbonzoual, l'endroit, le port où s'est noyée la bête, à Plounéour 13, et que vous verrez ce qu'il en reste. Ou à moins que vous préfériez le pont de Landerneau, ou que vous reveniez vers la Roche-Maurice et son château, le château de Roquemorvan dont on voit encore les ruines, ou la petite église de Pont-Christ distante de 3 ou 4 kilomètres. Par contre, vous ne verrez pas l'auberge de Derrien et Néventaire, elle n'existe malheureusement plus. Merci. Merci beaucoup, Régis. Mais si vous allez chez moi, dans le Trégor, juste à côté, il y a également une ville qui s'appelle la Roche-des-Riens. Et vous remarquerez également que le drapeau du Trégor est orné d'un dragon. Serait-ce celui de Régis? Vous avez pu entendre au cours de toutes les histoires que l'on vient de vous raconter, qu'il y a des cadeaux qu'on ne peut pas refuser. On peut vous offrir une tabatière, on peut vous offrir des bourses en or, mais également on peut vous offrir quelque chose de plus simple, mais de tout aussi merveilleux. Un sac. Et c'est ce que Pascal va nous raconter. Bonsoir. Mathurin, c'était un brave homme. Et quand ces deux gars sont partis à la mer et ne sont jamais revenus, sa femme, elle s'en est permise et elle est décédée. Alors, il a trouvé que le monde des humains, il ne valait pas le coup. Il est parti habiter dans la forêt. Et dans la forêt, il avait une petite maison, tout seul. Et il vivait de ce qu'il trouvait, c'est-à-dire que l'hiver, il ramassait du bois, il faisait des fagots, il allait les vendre à la ville pour ceux qui voulaient se chauffer. Puis quand c'était le printemps, c'était le muguet, les jonquilles, les anémones. Puis ensuite venaient les fraises. Et puis plus avant dans la saison, c'était les baies des bois, les myrtilles, les mûres, les framboises. Ensuite, c'était les champignons. Il y avait toujours à cueillir dans la forêt. Puis après, à nouveau l'hiver et le bois. Et comme ça, Mathurin s'en sortait, année après année. Cette année-là, en février, il avait neigé. Neigé plus que d'habitude, parce qu'en Bretagne, il ne neige pas souvent. Neigeait beaucoup, plusieurs jours de suite. Tout était recouvert, tout était blanc, tout était sous la neige. Pas question de ramasser la moindre brindille de petit bois pour faire du feu. Mais Mathurin, il aimait à sortir parce que c'était insolite. C'était tellement beau, le givre sur les arbres et ce spectacle tout blanc qui se confondait avec le lait des nuages et de l'air. Mais surtout, ce qui était impressionnant, c'est le silence. On n'entendait rien. Il n'y avait plus d'oiseaux. Que le blanc et le pas des
le bruit des pas dans la neige. Mais alors, un jour, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Une espèce de forme bizarre, brune, qui cahotait, qui avançait, qui bougeait. C'est pas un sanglier, trop grand. Mais ça bouge. Hésitant, s'arrêtant. C'est pas un cerf. C'est pas un chevreuil. C'est beaucoup trop petit. Il s'avance. C'est un vieil homme qui porte sur son dos un énorme fagot. Mais où est-ce qu'il a trouvé ce bois sec, celui-là? Mais il a du mal, il glisse dans la neige, c'est dur de marcher. Mathurin, c'est un brave homme. Alors il va vers lui. « Grand-père, mais c'est trop lourd ce fagot. Je vais t'aider. Laisse-le-moi le porter. » « Mais non, laisse-moi, ça va. » « Mais si, en plus dans la neige, c'est pas facile de marcher. » Et il prend le fagot et ils cheminent un petit peu ensemble. Et puis arrivé à la croisée des chemins, un peu plus loin, le vieux dit « C'est bon, ma maison est par là. C'est bon, je vais reprendre le fagot. » « Ah bon ?» Mathurin connaissait bien la forêt. Des maisons par là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il redonne son fagot au vieil homme qui lui dit « Écoute, Mathurin, connaissez son nom. Tu as été gentil. Tu m'as bien aidé. Alors je vais te faire un cadeau. Prends ce sac. Et puis, quand tu voudras, il suffira que tu te dises « Je veux que ça aille dans le sac. » Et ça viendra. Mathurin, très gentiment, a pris le sac, a remercié, et puis chacun s'en est allé. Il est rentré dans sa maison, il a mis le sac au fond de sa poche, un vieux sac de pommes de terre. Et puis la vie a continué, sauf que cet hiver-là, Mathurin, il n'a pas pu ramasser grand-chose, il n'a pas pu vendre grand-chose. Quand même, c'est un peu long l'hiver. Alors à la mi-carême, il a eu envie d'aller au village pour voir un peu de monde, il n'avait pas grand-chose à acheter parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est allé au village, il s'est amusé. Tous ces enfants déguisés qui chantaient, qui faisaient la farandole, et tous ces gens qui étaient là, qui riaient, qui parlaient. Et puis, oh, cette odeur de cochon grillé avec des pommes de terre, ça donne faim. Mais Mathurin, il n'avait rien dans les poches, que le vieux sac qu'il a pris machinalement dans la main pour se donner contenance, et ses saucisses qui pendaient à tous les étals, et ses pommes d'amour. Machinalement, sans même s'en rendre compte, il s'est surpris à dire « J'aimerais bien que ces saucisses aillent dans le sac. » Et tout d'un coup, il a senti que le sac était lourd. Il a compris ce que lui avait dit le vieux. C'était donc vrai. Oh ben alors là, je voudrais bien aussi une bouteille de vin, tant qu'à faire. Et puis les beignets. Et puis la pomme d'amour. Et puis le soir, quand il est rentré chez lui, le sac était plein de bonnes choses et il a fait un bon festin. Il était bien content. Et jour après jour, il est allé au village pour essayer de mettre dans son sac ce dont il avait besoin. Assez vite, il a compris que c'était même plus la peine de travailler. Et puis, tant qu'à faire, il a mis la clé sous la pierre et il est parti se promener, marcher, avancer, voir du pays. Et là, c'était le printemps, c'était beau. Et Mathurin, il a marché à travers les champs, les forêts. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas besoin de se baisser, ramasser des choses pour cueillir,
pour amasser, pour aller vendre. Il pouvait profiter. Il était émerveillé. Toutes ces fleurs, tous ces bourgeons qui sortaient, cette petite herbe verte, ces senteurs, le printemps, et les oiseaux, jamais il avait pris le temps de les écouter comme ça. Alors il avançait, il visitait du pays. Le soir, il trouvait facilement un endroit où on pouvait lui donner un petit coin dans l'étable ou dans le foin. Il arrivait toujours avec quelque chose à manger. Les gens étaient contents de l'accueillir. Et puis le matin, il repartait. Dans la ville, il remplissait son sac. Et le soir, il donnait à manger à ceux qui lui donnaient le coucher. Et comme ça, il a parcouru du pays. Il a marché. Il a beaucoup marché. Il en a bien profité. Un jour, il est arrivé devant un château avec lequel il a senti qu'il se passait quelque chose. Pourtant, le parc était abandonné, pas soigné. Le lierre, la vigne, les rosiers sauvages se disputaient la façade. Il y avait de chaque côté de la façade 2 grandes tours avec des toits pointus, des grandes fenêtres. C'était à la fois attrayant, mystérieux et envoûtant. Alors il a bien essayé de savoir à qui appartenait ce château. Et dans le pays, on lui disait, il appartient à personne. C'est un château hanté. Personne ne veut y aller. Les propriétaires sont partis il y a bien longtemps. Oh, des châteaux hantés. Bah ça, c'est des contes de bonnes femmes. Mathurin, il a fait la guerre, il n'avait pas peur de ça. Alors, sûr de son bon droit, il est rentré. Il a visité. Il y avait des grandes salles en bas, bien éclairées. En dessous, il y avait la cuisine, une grande cuisine. Puis il est monté à l'étage. La première chose qu'il a vue, c'est une belle chambre avec un grand parquet, des tapis, un grand lit à brocart, avec un ciel à brocart, à baldaquin. Il était fatigué. Ce jour-là, il avait marché plus que d'habitude. Alors il s'est couché. Il s'est endormi, il était bien. Au milieu de la nuit, il est réveillé par un bruit. Mais un bruit de gens qui riaient, qui criaient, qui faisaient la fête, qui chantaient. Mathurin, il y a un truc qu'il n'aime pas, c'est être réveillé quand il dort. Alors il s'est levé et s'est dirigé vers l'endroit d'où venait le bruit. Il est arrivé à la cuisine. Ah ouais, ça faisait du bruit. Dans la cuisine, il y avait un grand feu dans la cheminée et sur la table, 4 petits diablotins qui jouaient à la belote et qui se disputaient. Et belote, et 10 de terre, j'ai gagné. Non, c'est pas vrai, t'as triché. Mais si, je t'ai vu. Oh, Mathurin, il a dit, ta, vous faites trop de bruit, vous êtes ici chez moi. Sortez et arrêtez de faire du bruit comme ça, vous me réveillez, vous m'empêchez de dormir. Les 4 diablotins l'ont regardé, ahuri, un peu penauds, se sont fait plutôt petits, et Mathurin, sûr de son autorité, est remonté et s'est endormi. Ah ouais, mais quelques minutes après, le bruit a recommencé de plus belle. Oh, Mathurin l'a vu rouge, il a pris son sac, il est descendu. Il a dit, je vous avais prévenu. Allez, hop, tous dans le sac. Et on a vu les 4 diablotins qui essayaient de se retenir à la table, qui essayaient de pester, qui essayaient de lutter. Mais non, la tête la première, les uns après les autres, dans le sac. Mathurin a fermé le sac, il a pris une casserole et il leur a donné une bonne raclée. Puis il est remonté se coucher et il s'est endormi. Ah ouais, les 4 diablotins, couverts de bleu, tout traumatisés. Quand ils sont arrivés chez Lucifer, ils ont été punis pour s'être laissés traiter de la sorte. Et Lucifer n'était pas content. Il a dit à son contremaître, « Ah, tu vas y aller demain et tu vas lui apprendre à celui-là comment on se comporte avec mes diablotins. » Le lendemain, Mathurin
cool, tranquille, il se couche de la même façon. À minuit, il est réveillé non pas par des gens qui font la fête, mais par un énorme bruit. Ça cognait dans les murs, ça déménageait, c'était... Mathurin, il a pris son sac tout de suite là, il est descendu, ça se passait encore dans la cuisine, mais là, il s'est trouvé en face d'un grand gaillard avec une pique qui lui a dit « Ah, tu vas voir, tu vas apprendre comment on traite les diablotins de Lucifer, viens ici !» Ouh, Mathurin, il faisait pas le malin. Il a tout de suite dit « Hop, je veux que tu ailles dans le sac !» Et l'autre, avec sa pique, avec son grand gabarit, la tête la première dans le sac. Mathurin bondit dessus, il a pris une casserole un peu plus grosse et à nouveau une raclée. Puis il est reparti se coucher, tranquille. Ah ouais, quand Lucifer, il a vu arriver son contremaître dans cet état avec sa pique qui était toute cassée, il n'a pas été content du tout. Il a dit « Mais ce Mathurin-là, je vais le faire. Il va voir, je vais descendre moi-même. » Le lendemain, un énorme bruit, mais surtout un énorme grondement qui appelait Mathurin. Mathurin, il a été à la guerre, hein, faut pas oublier. Il prend son sac, il descend. Et là, avant même de rentrer, il s'aperçoit que c'est Lucifer avec sa grande fourche. Il se met à crier « Lucifer, je veux que tu ailles dans le sac !» Et Lucifer, il a eu beau lutter, le sac était un peu petit, il est bien élastique, mais c'était pas très facile de le faire rentrer avec sa fourche et tout ça, mais à la dia, il y est quand même arrivé. Il a pris une énorme casserole et là, il a bien rossé Lucifer. Il est parti se coucher. Et de ce jour-là, il ne s'est plus rien passé dans le château. Et Mathurin, il a été heureux. Quand il avait besoin de quelque chose, il allait demander que ça tombe dans le sac. Il avait le château qui était magnifique, un beau parc, un beau bois derrière. Et il a vécu très heureux. Mais Mathurin, c'est un homme. Comme tous les hommes, il arrive un moment où on passe de vie chez les trépassés. Et c'est ce qui est arrivé à Mathurin. Alors, lui, de toute façon, il avait toujours été gentil. Il n'avait pas fait de bêtises. Il avait toujours bien honoré le Seigneur, il avait toujours fait ses charités, il avait toujours respecté les autres. Donc, tout naturellement, il s'est dirigé vers le paradis. Arrivé au paradis, ça a été toute une histoire. Saint Pierre lui dit « Ah, Mathurin, bonjour, mais tu tombes mal. Là, on est complètement au complet. J'ai plus de place pour toi. Je ne sais même plus où mettre les derniers arrivants. Je ne peux pas te prendre. J'aimerais bien, tu le mérites bien, mais je ne peux pas. Essaye les hôtels annexes, là, parce que là, c'est plus possible, on n'a plus de place. » Bon. Alors Mathurin, il va vers le purgatoire. Mais là, du plus loin qu'on puisse voir le purgatoire, et même pas encore en vue, qu'il y a déjà une longue queue pour arriver. Mathurin comprend qu'il n'a pas beaucoup de chance. Le dernier arrivé, lui. Alors, où est-ce que je peux aller? Bon, ça me plaît pas trop, mais je crois bien que je suis obligée d'aller en enfer. Alors, tout doucement, il se dirige vers l'enfer. Et là, quand il commence à s'approcher, ça sent de plus en plus mauvais, une odeur insupportable. Et puis, la fumée noire qui commence à obscurcir tout, à bloquer la lumière. Et puis, des cris qu'on commence à entendre. Bon, il ferait bien machine arrière, mais il faut bien y aller. Sauf que quand il s'approche de l'enfer, les petits diablotins qui gardent les portes de l'enfer le reconnaissent. Ils se mettent à crier « Au secours, au secours ! Blamaturin, vite, 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 vite !» Et toutes les portes se ferment à double tour, les murailles sont élevées pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Et quand il arrive devant l'enfer, tout est fermé à double tour, infranchissable. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire?
C'est un malin. Il retourne au paradis. Et quand Saint-Pierre le voit, il lui dit « Mais Mathurin, je t'ai expliqué, on ne peut pas te prendre, il n'y a plus de place. » « Je sais bien. »« Ah, eh ben, j'ai compris, dit Mathurin. Mais tu vois, là, derrière toi, je vois bien, il y a Marie, ma femme. Tu sais, elle est partie vite. Et puis, quand on vivait ensemble, j'avais rien. J'ai jamais pu lui faire un seul cadeau. C'est triste. Alors, avant de m'en aller, je voudrais juste lui faire un petit cadeau. Le premier, le seul que j'aurais jamais pu lui faire. Tu vois, si tu pouvais lui donner ce sac-là de ma part, ce serait vraiment bien. » Mais Saint-Pierre, c'est un gentil. Il ne peut pas dire non. Donc il prend le sac et il le donne à Marie. Et dès que le sac a été dans les mains de Marie, Mathurin se met à crier « Je veux que Mathurin aille dans le sac !» Et le voilà qui plonge la tête la première dans le sac. Et c'est comme ça que Mathurin a pu rejoindre son épouse au paradis. Merci Pascal. Eh bien, c'est avec cette histoire que nous terminons notre belle soirée conte. Merci encore à la Mission Bretonne et merci à Claude de nous avoir permis en fait la diffusion de cette soirée. Ce que je vais demander, c'est à chacun des conteurs qui vous ont régalé avec leurs belles histoires de nous donner le titre de leurs histoires. Alors Michel nous a raconté Les Fées de Sylvain Tesson. Merci. Henri. Henri qui nous a raconté Le château suspendu dans les airs. Merci Henri. Dominique. La gloire de l'île de l'Orque. On va en partie. Merci Dominique. Régis. Le dragon des Lornes, trouvé dans un ouvrage de 1982 d'Octave Louis Aubert, qui l'avait collecté. Merci Régis. Et enfin Pascal. Le père Mathurin. Merci Pascal. Voilà, j'espère que cette soirée vous a plu et que nous aurons l'occasion bientôt à nouveau de vous faire découvrir d'autres histoires. Avant de se quitter, peut-être, j'ai une question à vous poser. Donc, vous faites tous partie de l'atelier conte animé par Alain. Donc, vous continuez vos activités régulièrement, toutes les semaines? Oui, on a atelier toutes les semaines en visioconférence, le mercredi à partir de 21h. Bon, parfait. Je crois qu'il y a d'autres exemples comme ça d'activités qui perdurent à la mission, malgré le fait qu'on ait dû ne plus pouvoir se réunir dans les lieux. Et donc, c'est super de continuer à avoir ces activités autour de la culture bretonne. Je sais qu'il y a de la musique, il y a du chant, il y a de la langue bretonne aussi qui, chaque jour de la semaine, se réunissent de cette manière nouvelle. Et heureusement qu'il y a la technologie qui nous permet de conserver un lien entre nous, parce que sinon, ça serait quand même d'une tristesse épouvantable. Donc, merci à vous tous et bravo pour ce que vous faites. Et moi, ce que je voudrais simplement rajouter par rapport à la technologie, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de membres de l'atelier conte sont en télétravail en Bretagne, et grâce en fait à la visioconférence, malgré le fait que des gens de l'atelier ne soient pas physiquement présents sur Paris, eh bien, nous pouvons continuer à animer l'atelier et à faire quelque chose autour de la culture bretonne. Voilà. Ouais, ça permet de dépasser les limites, les frontières. Je voudrais vous dire quelques mots des prochaines activités que nous allons avoir
à la mission. Donc, on devait avoir malheureusement un FESD, enfin, on devait avoir un FESD dimanche prochain. On comprend bien qu'on ne va pas pouvoir accueillir des musiciens à la mission avec ce nouveau confinement, même si ça n'emporte pas le nom que nous avons maintenant. Donc, voilà, on va essayer de trouver d'autres activités autour de la musique à vous proposer comme ça le week-end. Il y a nos conférences d'histoire de la Bretagne qui sont réalisées par Françoise Le Goisiou. La prochaine aura lieu le 3 avril. Le thème de ces conférences aujourd'hui, ce sont les femmes qui ont fait l'histoire de la Bretagne. Et là, il sera question de Jeanne Malivelle. Brigitte, si tu nous écoutes encore, je pense que tu vas être hyper contente. Le 11 avril, il y aura une conférence autour du Trobraise. Qu'est-ce que c'est que ce chemin que parcouraient les Bretons tous les ans, et ils continuent encore à le faire entre les évêchés qui ont fondé la Bretagne. Je crois qu'Alain, toi, tu animeras des contes le 17 avril. Oui, et là, cette fois-ci, ça sera que moi tout seul. Voilà, et puis on espère qu'on pourra le faire parce que là encore, il nous faudra être à la mission. On a la rencontre du camp Narboble avec des contes, des chants, de la musique à écouter, de la musique à danser. Donc c'est un concours qui a lieu aux 5 coins de la Bretagne et même au 6e coin que représente la région parisienne. Et donc voilà, le 24 avril, il y a encore le temps de s'inscrire. On sera peut-être malheureusement obligé de décaler un petit peu si on est encore sous ces conditions sanitaires qui sont quand même épouvantables. Puis on espère aussi qu'au mois de mai, on pourra fêter la Saint-Yves et faire la fête de la Bretagne. Ça sera pour nous l'occasion de se retrouver. Fête de la Bretagne qui sont organisées à l'initiative de la région Bretagne chaque année autour du 19 mai. Voilà. Et pour terminer, donc, si vous êtes adhérent de la Mission bretonne, demain, le 20, donc samedi 20, à partir de 15h, il y a une réunion entre adhérents avec le conseil d'administration de la mission pour discuter sur comment vit la mission, comment elle s'est comportée d'un point de vue économique la saison dernière, quelles sont les problématiques qui se posent, et répondre à toutes vos questions. Donc, si vous êtes adhérent de la mission bretonne, vous avez dû recevoir un mail vous indiquant les modalités pour participer à cette réunion qui sera virtuelle. Donc, en particulier, vous trouverez dans ce mail un lien qui vous indique comment vous connecter, parce que bien sûr, seuls les adhérents de la mission pourront participer à cette réunion. Si vous n'avez pas reçu le lien, si vous n'avez pas reçu le mail, vérifiez bien dans vos indésirables, dans vos spams. Et puis, si jamais vous ne le trouvez pas, contactez-nous, soit par un message privé sur Facebook, soit en nous envoyant un mail à contact@missionbretonne.bzh. Et puis, on vous répondra très vite pour vous donner les modalités pour vous connecter. Voilà. Ah oui, samedi 20 mars, oui. Ouais, c'est demain. Ouais. Demain, Henri, à 15h. Donc, la salle de réunion sera ouverte environ un quart d'heure avant. Voilà. Eh ben, merci à vous tous. Merci. Merci. Bravo. Et puis, bonne soirée, bonne nuit. Et puis, à une prochaine fois. Allez, au revoir. Allez, Au revoir. Au revoir. salut. Ciao. Salut.